C'est pas vraiment un chapitre, donc donc, des éléments de magnétisme. Et donc, nous allons, dans tout ce qui est dans ce chapitre, je pense que nous n'allons pas nous attarder sur tout parce que par expérience, bon, bien sûr, ce dont vous allez avoir besoin, comme le chapitre précédent, donc là, nous nous sommes concentrés, le plus concentrés sur le mouvement d'une charge dans un champ électrique. Et donc là aussi, dans ce chapitre, nous allons nous concentrer principalement sur le mouvement d'une charge dans un champ magnétique. Il ne va pas nous empêcher, bien sûr, de voir le début, mais bon, nous allons essayer d'être un peu bref. Donc, dans la, on va rapidement passer la première partie pour aller directement à l'essentiel. Bien. Alors, juste comme introduction, alors, le magnétisme a été découvert de manière, donc c'est ce que vous voyez tous les jours, donc c'est quelque chose donc, de très simple. Donc on a remarqué que des objets, certains objets attiraient des objets en fer ou en général en métal. Les objets métalliques donc étaient attirés par des objets-là, qui sont donc, des objets donc, en fer, en nickel, en cobalt, métalliques. Et donc, ces objets-là sont ce qu'on appelle des aimants. Alors, l'aimant, la matière la plus connue qu'on utilise pour fabriquer des aimants, c'est ce qu'on appelle la magnétique, c'est-à-dire Fe3O4. Et puis après, bien sûr, on a découvert le phénomène d'aimantration, c'est-à-dire qu'un objet, par exemple, métallique au voisinage d'un aimant, donc s'aimant, il devient lui-même un aimant. Bon, et donc, bien sûr, on peut réaliser avec des corps ferromagnétiques des aimants permanents. Donc là, bon, et donc un aimant, donc c'est quelque chose qui va exercer une force sur des objets métalliques. Cette force-là, c'est ce qu'on appelle la force magnétique. Et donc, en prenant un aimant, donc on peut étudier donc la représentation des lignes de force, de la force magnétique. Donc, si on prend de la limaille, donc vous prenez donc du fer que vous broyez en tout petit morceau. Bon, donc ça, c'est une image réelle. Bon, et vous le mettez au voisinage d'un élément, au niveau d'un élément. Et donc, qu'est-ce que vous regardez? Donc, vous regardez une orientation de cette façon de l'image. Bon, et donc, si vous prenez un aimant, donc ce sont deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. Bon, et donc, l'attraction, l'attraction, elle se fait donc du nord vers le sud. Donc, on a une attraction nord-sud en général. Et puis à l'extérieur, on voit bien que les lignes du champ vont vers du nord, sont tous orientées du nord vers le sud. Bon. Alors, quelque chose d'important, bon, bien sûr que vous. Alors, un aimant, un aimant, c'est un objet qui est constitué de deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. Bon. C'est ce qu'on appelle un dipôle magnétique. C'est ce qu'on appelle un dipôle magnétique. C'est l'équivalent d'un dipôle électrique avec une charge positive et une charge négative, une charge plus, une charge
ou moins, d'accord, qui ont bien sûr la même valeur absolue. On a vu dans le chapitre précédent. La seule différence, c'est que dans le cas de l'électrostatique, ces deux charges peuvent exister séparément. Alors que dans le cas du magnétisme, on ne peut jamais séparer le pôle nord et le pôle sud. Vous pouvez faire l'expérience. Vous prenez un aimant que vous cassez en deux, ça vous donnera deux aimants. Donc vous avez l'impression qu'en cassant l'aimant, vous séparez le pôle nord du pôle sud. Mais ce n'est pas le cas. En fait, en cassant l'aimant, vous créez un pôle nord ici, un pôle sud ici, et un pôle nord là. Et donc, vous créez deux aimants. C'est ce qu'on appelle, donc les physiciens appellent ça l'inexistence, ce qu'on appelle les monopoles magnétiques, par analogie avec les monopoles électriques qui sont les charges ponctuelles. Bien. Alors là, on va voir de manière très très rapide. Alors, comment est-ce qu'on peut euh, comment est-ce qu'on peut est-ce que vous voyez ce qui est partagé? Je vois des personnes qui disent qu'elles ne voient rien. Vous voyez ce qui est partagé sur l'écran? Non, monsieur, Oui, je monsieur. vois rien. Je pense que normalement, bon, il y a, une fois que je partage, en fait, vous ne partagez rien. Je, je charge la présentation. Bien. Alors, bon, concernant la question, est-ce qu'on a un seul exercice sur l'électromagnétisme? On va voir. Alors, je continue. Donc, pour les personnes qui ne voient rien, je pense qu'il faut, que c'est juste un problème au niveau de votre appareil. Je ne sais pas si vous êtes connecté à partir d'un téléphone ou d'un ordinateur, mais en général, là, là, une fois que je charge une présentation, elle doit être visible à l'écran. Donc, une fois que vous avez lancé vous êtes vous êtes à l'intérieur de la réunion ou de. Bien. Donc, on va voir juste rapidement comment est-ce qu'on peut produire un champ magnétique. Donc, de manière, de manière artificielle, si on veut. Et donc là, si vous prenez, alors si on prend une particule chargée, donc en mouvement, elle va, elle va créer un champ magnétique. Et donc, si on prend l'exemple, donc ce qu'on fait en général, vous prenez un fil électrique, un fil conducteur, d'accord, qui est parcouru par un courant I, et donc on se rend compte que ce fil-là, il crée un champ magnétique. Alors, la formule de ce champ magnétique, d'accord, elle est donnée par une formule, donc, une formule qu'on appelle la formule de Biot et Savart. Bon, bien sûr, c'est pas ce qui va nous intéresser ici. L'intensité, ce qui est important, l'intensité du champ magnétique, elle est proportionnelle au courant, à l'intensité du courant I en ampère, d'accord. Et elle est bien sûr, bon, c'est un produit vectoriel. Bon, on va voir après comment est-ce qu'on peut définir le sens de la direction du champ magnétique. Et c'est inversement proportionnel à la distance. Ça veut dire que vous avez une intensité qui va diminuer
au fur et à mesure qu'on s'éloigne, du fil conducteur. Bien, alors, bien sûr, mu 0, donc c'est ce qu'on appelle, la perméabilité électrique du vide. C'est la perméabilité électrique du vide. D'accord? C'est l'équivalent de epsilon 0. Et d'ailleurs, bon, ça ne va pas vous intéresser. Il y a beaucoup de similitudes entre l'électricité et le magnétisme. Bon, et, la seule différence qu'on a, c'est cette différence au niveau de monopôle, donc des monopoles électriques et monopoles magnétiques. Donc, dans le cas de l'électricité, donc on peut définir donc, des charges, c'est pareil, alors que dans le cas du magnétisme, l'équivalent de la charge électrique qu'on peut appeler charge magnétique ne peut pas exister que sous forme d'un dipôle. Alors que dans l'électrostatique, vous pouvez avoir une charge positive, une charge négative, c'est pareil, et vous pouvez les rassembler au sein d'un dipôle électrique. C'est ce qui a fait que, par la suite, on a unifié les deux théories en ce qu'on appelle l'électromagnétisme. D'accord? Donc, ce sont de la physique et de manière générale l'électromagnétisme. Bien, alors là, vous avez un produit vectoriel. Le produit vectoriel, donc si vous prenez le produit vectoriel de deux vecteurs, il va vous donner un vecteur qui est forcément perpendiculaire à ces deux vecteurs-là. Donc là, le sens du champ magnétique, on peut le déterminer de deux manières. Alors, soit ce qu'on appelle la règle du tir du champ, soit ce qu'on appelle une règle très simple, c'est-à-dire les trois doigts de votre main. Et donc, vous avez donc, le pouce, c'est DL, c'est-à-dire la longueur, l'axe du fil. L'index, donc c'est la distance, la distance par rapport au point où on calcule le champ magnétique. Et le majeur va nous donner le, le champ magnétique. Ou bien, bien sûr, tout simplement, donc mathématiquement, ce sont les caractéristiques, les propriétés du produit vectoriel. Bien. Alors, rien, bon, qui va être important pour vous, lorsque vous avez un schéma, lorsque vous avez un champ magnétique qui est noté de cette façon-là, avec un point, ça veut dire on vous met point et un vecteur B, ça veut dire que le champ magnétique rentre à l'intérieur. Euh, le champ magnétique sort vers vous. Donc, imaginez que vous prenez une feuille de papier. Alors, si vous mettez le premier, comme ça, si on vous met ça, ça veut dire que le champ magnétique est sortant. Ça veut dire que le vecteur sort vers vous. Lorsque on vous met une croix, bien sûr avec aussi un cercle, ça veut dire que le champ magnétique est dans le sens opposé, c'est-à-dire il rentre à l'intérieur, donc il est dirigé vers l'arrière du plan. Alors, on va juste passer en revue rapidement quelques méthodes qui vont nous permettre
donc quelques façons de créer un champ magnétique. Bien, alors, pour aller vers la fin, vers bon, la solution qu'on utilise, qui est la plus utilisée, c'est-à-dire ce qu'on appelle des bobines ou des solénoïdes. Alors, si on prend un fil, maintenant, vous prenez un fil infini, donc on montre que ce fil-là, qui est parcouru par un courant I, bien sûr un fil conducteur, parcouru par un courant I, va créer un champ magnétique. Cette formule-là. D'accord? C'est mu 0 multiplié par I divisé par 2 pi fois la distance D par rapport au centre du fil. On suppose que le fil est infini. Bon, là, c'est pas la peine de casser la tête avec ça. C'est pour des raisons de géométrie. Comme ça, à chaque fois que vous avez, vous supposez que quelque chose est infini, ça veut dire que à chaque fois que vous prenez un élément ici, un point ici, vous pouvez trouver son symétrique de l'autre côté. Bien. Et donc, on a toujours un champ électrique dont l'intensité croît avec l'intensité du courant, et qui décroît en fonction de la distance par rapport au point de l'espace. Bon, bien sûr, ici, donc les lignes de champ, c'est les cercles sont centrés sur l'axe du fil qui est parcouru par le courant. Bien. Maintenant, on va s'amuser, on est en train d'évoluer, donc on va s'amuser et on va prendre ce fil-là et on va l'enrouler. Et donc, on va constituer ce qu'on appelle une spire. Donc, vous prenez le fil, vous faites tourner et vous l'attachez de l'autre côté. Ça vous donne quelque chose de fermé, c'est-à-dire ça vous donne une spire. Bon, là, on peut revenir. Donc, si je prends une spire, donc ça me donne un champ qui a un magnétique, c'est bien sûr dans la direction et l'axe perpendiculaire à la spire. Bien sûr, vous avez là un cercle, donc c'est comme un plan. Et donc, l'intensité du champ magnétique est toujours proportionnelle à l'intensité du courant et inversement proportionnelle à la distance. Bon, avec cette formule-là, alors ici au dénominateur, vous avez 1 plus d sur r au carré, mais à la puissance 3,5. Et donc là, on n'est pas obligé d'être fort en maths pour constater que le maximum du champ, c'est le minimum du dénominateur. Et donc, c'est réalisé pour une distance d égale à 0. Donc, c'est quoi la distance d déjà? On la définit ici comme étant la distance par rapport au centre de la spire. D'accord? Et donc, d égale à 0, c'est-à-dire qu'on est au centre de la spire. Et donc, quand on a une spire, le champ magnétique est maximal au centre de la spire. Donc, maintenant, si je prends n spires, ça veut dire que si vous prenez un fil qui est très lent, que vous l'enroulez, et vous réalisez plusieurs spires, à ce moment-là, vous avez un champ magnétique là, qui est égal à n fois au centre, là bien sûr c'est au centre, à l'intérieur de votre bobine, donc n spire c'est une bobine, d'accord? Donc ça, n spire la bobine. Donc ça vous donne ça. Alors maintenant, loin du centre de la spire, donc c'est-à-dire, bon, c'est-à-dire que T est très grand devant R, donc T est très grand devant R, ça veut dire que T sur R est très grand devant 1, d'accord?
Et donc, ça va vous donner t carré sur r au carré à la puissance 3 demi. Donc, ça va vous donner un t à la puissance 3 avec un r au carré au numérateur. Alors, une application de ça, c'est ce qu'on appelle les bobines Delmos. Alors, c'est quoi les bobines Delmos? Deux bobines de même rayon R. Bon, c'est-à-dire qu'on a réalisé pour chacune, donc, pour chacune on a dit qui ont le même rayon R. Et bien sûr, on va mettre celui-là sur un même axe et on va mettre, on va les séparer par une distance qui est exactement R égale au rayon R, au rayon R. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit que chaque bobine va créer un champ magnétique. Par exemple, la première bobine va créer le champ magnétique rouge, d'accord, qui suit la courbe rouge et qui a un maximum au voisinage, bien sûr, au niveau, au niveau du centre. C'est-à-dire la distance T au centre de la bobine. La deuxième, alors bien sûr, il va diminuer entre, bien sûr, moins R et plus R, le diamètre, le champ à l'intérieur de la bobine. Maintenant, la deuxième bobine, pareil. Et donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez. La distance entre ces deux, là, c'est le rayon. D'accord? Et donc, si vous prenez ces deux courbes-là et vous les sommez, et bien, ça vous donne un champ magnétique total qui est comme ça. C'est-à-dire, on obtient un champ magnétique qui est, qui est pratiquement sur, dans cette partie-là. C'est-à-dire au niveau, là où vous avez ce chevauchement-là. Et donc là, ça nous permet de créer un champ magnétique qui est uniforme, c'est-à-dire qui a la même intensité en tout point. C'est quelque chose de très important quand on a une application où on utilise un champ magnétique et on a besoin d'avoir un champ magnétique de même intensité au niveau de tout l'échantillon que l'on se propose d'étudier. Bon, et donc là, donc, cette technique-là, donc c'est ce qu'on utilise, bien sûr, au niveau de ce qu'on appelle l'IRM. Alors, l'IRM, c'est quelque chose dont vous avez sûrement entendu parler, c'est ce qu'on appelle l'imagerie par résonance magnétique. Euh, L'imagerie par résonance magnétique, c'est une imagerie qui utilise un champ magnétique. Bon, on a un champ magnétique tournant, ayant une intensité, donc avec une intensité qui doit être la plus uniforme possible. Et avec ça, on va faire une imagerie, donc c'est une imagerie qui nous permet donc bien sûr au niveau de la partie du corps à étudier, donc de détecter, c'est basé sur ce qu'on appelle un phénomène de résonance. On peut pas en dire plus. Bon, tout ce qu'on peut dire à ce niveau-là, comme remarque, c'est que si vous regardez les techniques d'imagerie qui existent, alors
la majorité des techniques sont des techniques qui utilisent du rayonnement, des rayons X, donc on a vu dans le chapitre précédent. Donc, vous avez des techniques qui vont utiliser la, la radioactivité. Par exemple, l'imagerie PET scan. Donc, le scanner va utiliser donc, le rayonnement, donc les rayons X. Et puis, vous avez aussi, donc, ici, donc, c'est aussi, donc, c'est l'IRM, c'est une technique qui va utiliser un champ magnétique, mais qui est aussi en relation donc, avec donc, les atomes. Bon, en gros, lorsque vous appliquez un champ magnétique, donc vous allez avoir donc l'orientation, ce qu'on appelle les spins des atomes dans une direction donnée, donc suivant la direction du champ magnétique. Donc après, donc, bien sûr, si vous appliquez un champ magnétique donc vous avez ce qu'on appelle un phénomène de résonance. Bien. Et puis, bon, la dernière technique qu'on utilise aussi, c'est ce qu'on appelle l'échographie Doppler. Qui, elle, bien sûr, va utiliser une autre technique, c'est la technique qui est à part parmi toutes les techniques utilisées, qui va utiliser donc, ce qu'on appelle des ultrasons. Alors, un cas particulier d'une bobine, c'est ce qu'on appelle un solénoïde. Alors, là, vous voyez, donc on a. Donc, vous prenez une. Alors, je peux avoir un certain nombre. Alors là, si vous regardez les plus grands solénoïdes, c'est quoi un solénoïde? C'est une bobine, mais donc, on a enroulé ici les, donc, les spires, d'accord? Et on a un certain nombre de spires, d'accord, qui sont enroulés sur une distance. Et vous avez, dans ce cas-là, donc, ça vous fait une bobine. Sauf que lorsque la longueur de, de, de la bobine est très grande devant son rayon R, bon, le rayon, c'est le rayon d'une spire, à ce moment-là, on a affaire à ce qu'on appelle un solénoïde. Bon. Alors, si on prend un solénoïde qui a une longueur très grande, une très grande longueur, d'accord, on a un champ magnétique qui a cette formule-là, donc 0 fois n, le nombre de spires, qui est par l'intensité du courant, divisé par la longueur du solénoïde. Bon, et donc ça, on montre, là on ne va pas faire de démonstration, que ce champ-là, donc c'est le champ qui est à l'intérieur du solénoïde. Du moment que vous avez une longueur qui est infinie, le champ magnétique est nul à l'extérieur du solénoïde. Alors, bien sûr, une petite astuce. Alors ici, si vous prenez une spire, c'est une distance, un périmètre qui est égal à 2pi r. On le sait. Et donc, la longueur totale que vous allez avoir ici, c'est 2pi r multiplié par le nombre de spires. Et bien sûr, en général, la longueur totale qu'on utilise pour réaliser des grands solénoïdes, on, en pratique, ça, c'est une longueur qui peut aller jusqu'à des kilomètres. On a des kilomètres, kilomètres, donc 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi de fil que l'on enroule sur le conducteur de manière à réaliser donc, un solénoïde de grande dimension. Ça permet de générer un champ magnétique qui a une grande intensité. Bien, j'ai oublié de le dire, quelle est l'unité
du champ magnétique, c'est ce qu'on appelle, c'est le Tesla. L'unité Tesla. On rentre avec un grand T. D'accord. Alors, Tesla, c'est c'est une unité, mais qui est une grande, donc, un champ magnétique de l'ordre du Tesla est un champ magnétique intense. Donc, sur de grandes dimensions, donc on arrive à avoir des champs magnétiques qui sont à atteindre des champs magnétiques qui sont de l'ordre d'une dizaine de Tesla maximum. Bien, et donc on voit très bien que le, 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 le maximum d'un champ, du champ magnétique est réalisé quand on arrive à avoir à parcourir ce, 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 ce solénoïde un courant I qui est très intense. Bon, alors là aussi, la nature des fils qu'on utilise est très importante. En utilisant on appelle de la matière, on appelle des supraconducteurs. Donc, quand on veut réaliser un champ magnétique très intense, on va utiliser un, un fil conducteur, un fil, mais un fil qui est constitué d'un matériau, donc ça s'appelle des matériaux supraconducteurs. Alors, c'est pas un matériau supraconducteur tout simplement, c'est un matériau qui a une résistance pratiquement nulle. Et donc, c'est-à-dire que la circulation du champ électrique, la circulation du courant électrique n'est pas accompagnée de frottement, c'est-à-dire d'une dissipation de l'énergie sous forme de chaleur. Bien, donc là, je pense qu'on a compris plus ou moins donc, comment est-ce qu'on peut générer un champ magnétique. Là, on va aller directement au vif du sujet, c'est-à-dire au mouvement d'une charge dans un champ magnétique. Alors, lorsqu'on a une particule chargée en mouvement dans un champ magnétique, elle est déviée par ce champ magnétique, et elle va subir une force qui est ce qu'on appelle la force de Lorentz, qui est donnée par QV vectoriel V, donc par le produit vectoriel de la vitesse et du champ magnétique B. Donc là, ce qu'on a ici, c'est que la particule ou la charge, elle est déviée. Alors, elle est déviée de sa trajectoire. On va voir après quelle trajectoire elle va avoir. Alors, contrairement, donc si on fait une analogie avec le champ électrique, vous avez la charge, elle va suivre, elle va aller, donc elle subit une force est égale à QE. Qui est bien sûr, dans la même direction du champ électrique, mais pas forcément dans le même sens, dans le même sens ou dans le sens opposé du champ électrique. Deuxièmement, cette force électrique, on a vu qu'elle nous permettait d'augmenter, de faire varier, d'augmenter l'énergie cinétique de la charge par l'intermédiaire de son travail. Bien, donc on peut se dire
est-ce que la force magnétique ou la force de Lorentz peut faire pareil? Elle peut augmenter la vitesse ou l'énergie cinétique de la charge. Donc, on peut calculer donc, le travail donc, de la force magnétique, tout simplement dW, c'est F scalaire V de L. Or, c'est QV scalaire QV vectoriel V, or, la force de Lorentz, scalaire V de L. Or, ici, D de L, V égale à D de L sur D de T. Or, V égale à D de L sur D de T. Ça veut dire que D de L égale à V D de T. Or, donc ça fait QV vectoriel V scalaire V D de T. Ici, on a affaire à ce qu'on appelle un produit mixte, c'est-à-dire un produit vectoriel avec un produit scalaire. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire une permutation. Si on fait une permutation, on introduit un signe moins. Donc, si je permute par exemple V et B, si on permute V et B, oh, donc on fait rentrer V ici, on sort V, on met V de l'autre côté. Donc, en général, bon, ça c'est mathématique, ce qu'on obtient, donc c'est moins 1 à la puissance n est le nombre de permutations, d'accord, multiplié par le résultat qu'on obtient. Qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez Q, V, vectoriel V. Et comme V vectoriel V, c'est égal à 0, d'accord, ça vous fait 0, scalaire quelque chose, et donc ça vous fait 0. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un travail, une force magnétique, dont le travail élémentaire est nul. Ça veut dire que la force de Lorentz ne travaille pas, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'elle peut, si elle ne travaille pas, ça veut dire que si j'utilise le théorème de l'énergie cinétique, le travail de la force est égal à 0, la variation de l'énergie cinétique étant nulle, et donc, ça veut dire que la force de Lorentz ne peut pas faire varier la vitesse de la charge, et donc, elle ne peut pas la mettre en mouvement. Dans le cas particulier, ça veut dire que si vous avez une vitesse nulle, elle restera nulle, contrairement à la force électrique. Et donc, la force électrique, F égale à QE, donc c'est ce qu'on a toujours fait. Donc, on suppose que les charges ont initialement une vitesse nulle, et puis par la suite, elles vont avoir quand on applique un champ électrique, on les met en mouvement. Bon, c'est ce qu'on fait, par exemple, dans pour, par exemple, pour avoir un courant électrique. Lorsque vous branchez votre prise, vous créez une différence de potentiel. Donc, on a dit qu'une différence de potentiel, la variation du potentiel correspond à un champ électrique. Et donc, le champ électrique, qui, en fait, lui, est dû à une variation de potentiel, donc c'est dV sur dVr, avec un moins. Et vous avez un champ électrique qui induit une force F égale à QE, et vous mettez ces électrons dans le fil conducteur, qui sont, on va dire, au repos dans le fil conducteur, vous les mettez en mouvement. Et à ce moment-là, donc vous avez des électrons qui se déplacent. En général, des charges en mouvement, c'est un courant électrique. Donc, là, contrairement à ça, si vous avez quelque chose qui est au repos, vous la mettez, donc une charge qui est au repos, vous la mettez dans un champ magnétique, elle restera au repos. Bien. Alors, maintenant, donc, on arrive au mouvement d'une particule, d'une charge, dans un champ magnétique. Donc, on a
on peut prendre par exemple donc, un solénoïde ou une bobine. Donc là, on a un champ magnétique qui est dirigé suivant l'axe de la bobine. Donc, on va appeler ça l'axe Z. Et donc, la vitesse d'une particule dans ce champ magnétique, la vitesse d'une particule qui a une vitesse V dans le champ magnétique, c'est une vitesse qui est constante. Ça, on l'a vu, puisque le travail de la force est nul. Donc, V est constante, bien, QV vectoriel V, donc QV vectoriel V, donc ce produit vectoriel, il est forcément ça, perpendiculaire, champ B, c'est un produit vectoriel. Donc il est perpendiculaire au champ B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force, déjà, n'a pas de composante suivant l'axe Z. Donc là, vous pouvez m'arrêter donc s'il y a un problème. Donc la force n'a pas de composante suivant l'axe des Z. Donc ça veut dire que SZ, donc la composante de F suivant l'axe des Z, l'axe Z est nulle. Or, la vitesse suivant Z, bien sûr, un vecteur constant, ça veut dire que bien sûr la vitesse des Z est égale à une constante. Donc, ce que vous avez vu, donc la vitesse de la particule suivant l'axe Z égale à une constante parce que vous appliquez le principe de la deuxième loi de Newton. Donc Fz, que vous projetez suivant l'axe des Z, Fz égale à dz sur ddt. Et donc ça veut dire que dz égale à dz est une constante. Donc, comme le module, alors ici, donc il y a un problème de notation, mais c'est pas grave. Donc, on va diviser la vitesse en deux parties. La composante suivant Z, d'accord, et la composante suivant I et J, ce qu'on appelle la composante perpendiculaire à l'axe, qui est dans le plan perpendiculaire à l'axe du champ magnétique. D'accord. Alors, on a Vz égale à 0, et la dans le plan XY ou dans le plan IJ, c'est V0, puisque le module de la vitesse est constant, V0, cosinus θ I, cosinus θ J. Ça, c'est une projection toute simple. D'accord? Et donc, D de V, D de V perpendiculaire sur, sur D de T, c'est la dérivée de cette expression-là. Alors, la dérivée de cette expression-là, c'est D sur D de T de cosinus θ I, cosinus θ J. C'est-à-dire multiplié par 0. D'accord? Et donc, la dérivée de cosinus θ, la dérivée de cosinus θ, c'est θ point. Alors, θ point, bien sûr, c'est θ sur dt. On a défini comme étant la vitesse angulaire. C'est dθ sur ddt. La dérivée du cosinus, donc, alors là, bon, on va pas, bon, de toute façon, on ne va pas l'utiliser. On a seulement utilisé le fait que la dérivée par rapport au temps, c'est la dérivée par rapport à θ, multipliée par la dérivée de θ par rapport au temps.
Parce que la dérivée du cosinus égale à moins sinus, c'est la dérivée par rapport à θ. Non, la dérivée par rapport au temps. Et donc, d sur dt égale à d sur dθ, multiplié par dθ sur dt. C'est pourquoi on a le θ point. Donc, la dérivée du cosinus, c'est moins sinus, et la dérivée du sinus, c'est le cosinus. Bien. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va appliquer donc la deuxième loi de Newton, ou le principe fondamental de la dynamique. F égale à m gamma ou ma, on l'a noté A, c'est-à-dire que comme v dans la direction, donc, c'est-à-dire que m fois d de v perpendiculaire sur dt égale, donc ça c'est m gamma, égale à la composante dans le plan transverse de la force F. La force, c'est-à-dire, on va prendre V, d'accord, ce V-là, et on va mettre ça avec produit vectoriel de V suivant l'axe K. Et donc, ça va nous donner QV, QB sur V0, moins sinus θ I plus cosinus θ ici. Donc, ça va nous donner M fois D de V perpendiculaire égale à ça. Or, D de V perpendiculaire sur dt, et c'est ça, on l'a déjà. Et donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner que θ point égale à QP, que là, on a rajouté M, égale à QP sur N. Comme la charge est constante, d'accord, le champ B est constant, tout uniforme, constante, il a une intensité constante, la masse M est connue, d'accord, c'est-à-dire que la vitesse angulaire est constante. Et donc, si la vitesse angulaire est constante, vous avez un mouvement qui est uniforme. Alors, de plus, donc on a un mouvement, enfin, on l'a déjà dit, dans le plan perpendiculaire au champ magnétique. On a une force qui est radiale et une vitesse qui est uniforme. Alors, si vous vous rappelez de ce qu'on a vu en mécanique, dans le cas d'un champ de mouvement circulaire, donc on a une force d'un mouvement circulaire avec une vitesse constante. Ça, on l'a vu. On a une force qui est dirigée radiale, qui est dirigée vers le centre. Et on a aussi, d'accord, une vitesse, quand c'est une vitesse angulaire, c'est un point, égale à oméga, égale à une constante. Et donc, ce qu'on voit dans le cas du champ électrique, du champ magnétique, pardon, avec la force de Lorentz, ce sont les caractéristiques d'un mouvement circulaire uniforme, avec une vitesse, c'est-à-dire avec une vitesse angulaire constante. Et donc, on a m gamma égale à, si on revient à ce qu'on a vu, l'accélération dans ce cas-là, c'est v carré sur r. Donc, ma
ou gamma, donc ça c'est MA. MA égale à M égale à la force, donc égale à M V carré sur R, et c'est égal à la force sur Lorentz Q, G, V. Bon. Et donc, ça veut dire que le rayon de la trajectoire est tout simplement donné par l'expression, c'est un mouvement circulaire, dont le rayon de la trajectoire est donné par R égale à mv sur QD. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, par exemple, donc là, c'est pour bien sûr résumer, le mouvement, une charge Q dans un champ magnétique V. Bon, alors, une charge Q de vitesse V, il faut qu'elle ait une vitesse avant d'entrer dans la zone où règne le champ magnétique V, va avoir un mouvement circulaire, d'accord, de même vitesse V, d'accord, il y en a R oméga, d'accord, et de rayon R égale à mv sur qb. Alors, la première application de ça, si je prends des charges des charges des charges Q, par exemple, de même vitesse V, mais qui ont des différentes masses. Alors, bien sûr, là, vous allez dire comment est-ce qu'on peut avoir ça. La, la, L'exemple le plus simple, c'est ce qu'on va voir. Par exemple, on peut prendre des isotopes. D'accord? On prend des isotopes et donc, ils ont la même charge électrique. D'accord? On va les accélérer par un champ électrique. Bon, donc ici un P électrique. D'accord? Pour leur donner la même vitesse et on va les mettre dans un champ magnétique. D'accord? Et la mesure du rayon R nous permet de remonter à, à la masse M, c'est-à-dire à séparer ces différents isotopes ou différents bonds qui utiliser la même vitesse et la même charge pour autant qu'ils soient des isotopes d'un même élément. Bon, et donc, ça nous permet d'avoir une séparation en masse, ce qu'on appelle la spectrométrie de masse. Bien, et donc là, on va avoir. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on a une décharge, donc on produit les émissions, on va les accélérer, mais on va voir qu'on va mettre un champ ici, donc on va voir dans l'exercice, on va mettre un champ électrique pour les accélérer, mais on va également mettre un champ magnétique de manière à être sûr que tout, dans ce cas-là, donc on va voir dans d'autres exercices, par exemple, on peut étudier des charges qui n'ont pas la même vitesse. Et donc, on peut, dans la spectrométrie de masse, nous devons être sûrs que tout ce qui sort d'ici a la même vitesse. Donc, on va voir dans l'exercice PPD comment est-ce qu'on peut réaliser ça. Et par la suite, une fois qu'ils sont dans le champ magnétique, ils vont avoir, bien sûr, une trajectoire circulaire du rayon R. Donc, en regardant chacune, va avoir un point d'impact ici, donc un point d'impact, et donc le rayon R augmente, va augmenter avec, donc c'est mv sur qv, et donc il va augmenter avec la masse de,
booléen. Bon, je vais vous montrer par la suite, bon, si on a le temps pour faire un petit calcul géométrique. En général, on peut, on n'a pas besoin donc d'avoir une trajectoire comme ça, mais géométriquement, on peut juste, alors, si j'inverse ça, donc vous avez une particule qui arrive là, dans une zone où, là, elle arrive dans une zone où on a un champ magnétique. Un champ magnétique. Donc, une fois qu'elle va arriver, donc elle va avoir une trajectoire qui est un peu comme ça. Donc, et donc, en général, sur une distance qu'on va appeler T, si on arrive à calculer rien que cette déviation-là, on peut remonter au rayon de la trajectoire sans pour autant avoir un cercle complet. Pour ça, je peux, donc, si un peu, je peux vous mettre dans un fichier séparé. C'est juste un calcul géométrique. Dans certains cas, c'est ce qu'on applique pour calculer le rayon de courbure, le rayon de courbure donc, de la trajectoire. Or, on n'a pas besoin, bien sûr, d'avoir un minimum, un demi-cercle. Bon, je pense que le reste, bon, le CO, on va s'attarder là-dessus. Et là, donc, je pense qu'on va passer directement donc, au l'exercice d'application. Alors, déjà, est-ce qu'il y a des questions donc, sur la partie cours? Donc là, j'ai essayé donc d'être le plus bref possible au niveau du cours, donc d'aller directement à l'essentiel, c'est-à-dire le mouvement dans un champ magnétique. Bon, et puis après, bien sûr, on passe directement au exercice, c'est le plus important. Donc, si vous avez des questions, donc avant qu'on passe à la partie travaux dérivés, je pense pour la question de tout à l'heure, là, je vois déjà deux exercices sur le champ magnétique. Exercice 7. Alors, dans la série, je pense qu'il y a encore un exercice. Mais bon, on peut. Oui, il y a l'exercice 7, 7 aussi, oui, on peut le faire. Donc, l'exercice 7 aussi, oui. Bon, il est facultatif, mais bon, on peut le faire aussi. Donc, on peut faire l'exercice 7. Donc, bon, de toute façon, c'est le même principe. Donc, on peut le faire. Alors, on va commencer l'exercice 5. Donc, on a des particules qui peuvent avoir des masses et des charges différentes. Oh, donc, là, elles ont des masses et des charges différentes. Sont émises en x, y et z égale à 0. Donc, les trois, avec une vitesse v suivant l'axe i. D'accord. Le sens et la direction de la vitesse sont les mêmes pour toutes les particules. Mais bien sûr, les positifs peuvent varier sur une particule à une autre. Donc, bien sûr, on veut avoir, bon,
Dans une zone X compris entre 0 et grand L, règnent des champs électriques et magnétiques uniformes et constants, de manière à ce que E égale à E est dirigé suivant l'axe J et B est dirigé suivant l'axe K. Donc, en X égale positif, on comprend que les particules ne peuvent traverser sauf par un petit trou autour de la position Y égale à Z égale à 0. Donc, si déjà, je trace ça, ça c'est l'axe X, d'accord? Ça c'est X égale à 0. Ça c'est X égale à 0. Et là, je suis à X. X égale à grand L. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Les particules vont rentrer par une petite entrée. Bon, ils vont rentrer par une petite orifice ici. Là. Et pareil, on va prendre les charges. Ils vont sortir par là. Il y a quelque chose. Alors, je vois des questions. Alors, est-ce qu'il y a un site YouTube? Non, je n'ai pas de YouTube. Pas de YouTube. Par contre, vous pouvez voir donc l'enregistrement complet, donc il sera disponible peu de temps après la fin du cours. Est-ce qu'on travaille toujours dans le plan perpendiculaire dans le champ magnétique? Oui, la force est toujours dans le plan perpendiculaire, le mouvement est toujours dans le plan perpendiculaire à l'axe du champ magnétique. Là, ça vient du produit vectoriel. C'est le produit vectoriel, il me dit que F égale à Q V vectoriel B. Donc V vectoriel B va me donner quelque chose qui est perpendiculaire à un champ magnétique. Est-ce que c'est bon? Bien, alors on continue. Alors ici, donc on a un champ électrique. On a donc la vitesse est suivant I, d'accord? Et on a un champ électrique qui est suivant J et B est suivant K. D'accord? Alors, quelles sont les forces? On a une charge qui se trouve dans ce cas-là dans un champ électrique et un champ magnétique. Donc, elle est soumise à la force électrique, Fe, et à la force magnétique de Lorentz, c'est-à-dire à QE plus Q V vectoriel B. Donc, pour le moment, on ne regarde pas le reste. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, pardon, bon, on va voir Q, E, suivant l'axe J.
plus Q, V, T, et on a le produit vectoriel, C est suivant, Z vectoriel T, c'est I vectoriel K. D'accord? Et donc, alors si vous regardez IJK, c'est une base directe. D'accord? Ça veut dire que I vectoriel J égale à K, J vectoriel K égale à I. D'accord? Donc, J, K, I vectoriel I égale à J, J vectoriel K égale à I, et K, c'est dans le sens direct, et K vectoriel I égale à J. D'accord? Et donc, I, le produit vectoriel, donc, ça c'est moins J. A vectoriel B, c'est moins B vectoriel A. Donc I vectoriel K, c'est moins J. Ça veut dire que QE, ça fait QE, J, moins QV, B, J. Donc c'est QE, moins QV, B, suivant l'axe J. Maintenant, une particule qui va arriver à ce niveau-là, qui va sortir par là, c'est une particule qui n'est pas déviée de sa trajectoire. D'accord? Donc, elle va rester sur le même axe. D'accord? Et donc, ça veut dire que la somme des forces qui lui sont appliquées est égale à 0, vecteur nul. Donc, ce que vous avez vu, c'est suivant l'axe J, et la particule, elle va rester toujours Y égale à Z égale à 0. Donc, ça veut dire que vous n'avez aucune composition de la force suivant l'axe J, ni suivant l'axe K. Or, la force, elle n'a une composition que suivant l'axe. La somme de forces n'a une composition que elle est déjà que suivant l'axe. Et donc, que suivant l'axe J, I, pardon. Et donc, QE moins QVB égale à suivant J est égal à 0. D'accord? Ça veut dire que QE moins QVB égale à 0. Et donc, ça veut dire que QE égale à QVB. Ça veut dire que E égale à V fois B. Ça veut dire que la vitesse V est égale au rapport E sur B. Et donc là, on a montré que les particules qui vont sortir par ce trou-là sont en fait celles dont la vitesse qui n'ont pas été déviées. D'accord? C'est-à-dire que la composante de leur vitesse suivant l'axe J est égale à 0. D'accord? Il reste toujours suivant J et Z, Y égale à 0, Z égale à 0. D'accord? Et donc, ça veut dire que leur vitesse est égale au rapport du champ électrique par le champ, les intensités, bien sûr, du champ électrique et du champ magnétique. Comme le champ électrique est constant, le champ magnétique est constant, ça veut dire que la vitesse, les particules que nous avons récupérées à ce niveau-là sont des particules qui ont la même vitesse, d'accord, et qui ont une vitesse constante. Bon, et c'est ça le sélecteur de vitesse que je vous ai montré dans le schéma d'un spectromètre de masse. Donc, c'est positif qui nous permet, alors bien sûr, en faisant varier le rapport E
E sur B, d'accord, on peut sélectionner différentes vitesses. Donc, c'est ce qu'on appelle un sélecteur de vitesse. C'est ce dispositif-là qui nous permet de sélectionner les particules ou les charges dont la vitesse est donnée par le rapport du champ électrique et du champ magnétique. C'est quelque chose qu'on va utiliser par la suite donc, pour faire une séparation entre des ions de différentes masses, mais de même vitesse. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, on doit utiliser, avant d'aller dans la zone du champ magnétique, on doit utiliser donc un sélecteur de vitesse. Et donc, on utilise un spectromètre de masse pour étudier les isotopes du germanium. Z égale à 32. Alors, on place à l'entrée du spectromètre un sélecteur de vitesse, comme celui de la première question. L'isotope le plus lourd a pour masse atomique A égale 76. Donc, les rayons des trajectoires observées dans le spectromètre sont 22,8, 22,2, 21,9, 21,6 et 21 centimes. Quelles sont les masses de ces différents isotopes? Bien. Alors là, je pense que moi j'ai assez détaillé ici. Donc, ici, on a R égale à mv sur qv. Ça veut dire que on est passé par le sélecteur de vitesse. La vitesse est la même, V. C'est des isotopes. On a on a la même vitesse V. Oh, ça c'est par le sélecteur de vitesse. Et on a aussi la même charge. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des isotopes. Donc, on a la même vitesse, on a la même charge, on a le même champ. On n'a pas besoin de le dire. Ça veut dire que l'isotope qui a la masse la plus élevée est celui qui aura le rayon R le plus grand. Donc, on peut déjà. Ça, c'est bien sûr, on a besoin d'un point de référence. On ne peut pas. Et donc, l'isotope le plus lourd, A égale à 76, aura le rayon de courbure le plus grand, c'est-à-dire 22,8 cm. Donc, on sait que le A max égale à 76 correspond à R max égale à 22,8 cm. Et donc, on a R1 égale à 22,8 cm correspond à A1 égale à 76. D'accord? Là, on prend A égale A, c'est M, M+. Donc, M égale à A en unité de masse atomique, à peu près. Et donc, quand on fait le rapport, donc le rapport des masses, c'est le rapport des A. D'accord? Et donc, on fait le rapport, bien sûr, du moment que R, M, V est le même,
la charge Q est la même, le champ magnétique, l'intensité du champ magnétique est la même. Ça veut dire que si je fais le rapport entre deux rayons de courbure, R1 et R2, on a R1 sur R2 qui sera égal à N1 sur N2. Donc, si c'est le rapport, le V va se simplifier, Q va se simplifier, et donc il vous restera N1 sur N2, c'est-à-dire A1 sur A2. Bon. Bien sûr, on a A1 sur A2, et donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que pour chaque, on a R, chaque R, chaque R qu'on a ici. Alors, bien sûr, vous ne pouvez pas faire le rapport entre ce R-là et là. On ne sait pas à quoi correspond celui-là, ni à quoi correspond celui-là. Par contre, nous avons bien fait au début d'identifier que A égale à 76 correspond à R1 égale à 22,8 cm. Et donc, on a toujours R divisé par R1 égale à A divisé par A par A1. D'accord? Et donc, le A, mon A, va être égal A sera égal à A1 multiplié par R sur R1. C'est-à-dire à A1, donc c'est A max, multiplié par R sur R max. Et donc, pour R2 égale à 22, ça nous permet par la suite de calculer le A qui correspond à chaque isotope du germanium. Donc, si je prends R égale à 22,2 cm, correspond à un A2, un isotope qui est A2 égale à 76, donc A max 76, multiplié par le rapport 22,2 sur 22,8. Tout est divisé par, et donc ça me donne A égale à 74. Pour R3 égale à 21,9, j'obtiens, donc je fais le même calcul, j'obtiens A égale à 73. Pour 21,6 cm, j'obtiens A égale à 72. Bon, l'isotope le plus abondant. Et pour 21 cm, on obtient A égale à 70. Bon, et donc avec ça, avec cette mesure-là, on a pu identifier les différents isotopes du germanium. Donc on a pu les séparer donc, à l'aide de cette technique de spectrométrie de masse. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois quelqu'un en train d'écrire, mais vous pouvez également parler. Il n'y a pas de problème. Bien, s'il n'y a pas de questions, donc on... Oui, sur le cours. Lucien, Oui, est-ce que tu peux corriger l'exercice numéro 1 dans les cours?
Exercice numéro un dans le cours, Oui. je n'ai pas compris. Exercice numéro un de quel cours? Champ magnétique, c'est le numéro 5. Dans le polycope. Ah, dans le polycope, moi j'ai pas le polycope ici, donc je n'ai pas sur ce PC. Donc vous parlez de l'exercice un du TD, c'est ça? Oui. D'accord, je vais le retrouver donc, sur notre PC et je vous corrige. D'accord. D'accord. Pas, il n'y a pas de problème. Alors, juste une petite précision. Bon, je vais le corriger, mais bon, ce TD-là, donc la personne qui l'a mis, bon, c'est un TD qui date de 2017. Donc, il faut que je retrouve l'exercice et je vous le corrige après, bon, peut-être la semaine prochaine. Donc, je vais le faire. Il n'y a pas de problème. Bien. Alors, l'exercice 6, donc on va utiliser, bon, ça va être. Oui, le TD2 mécanique, monsieur, oui, le TD2 mécanique, je vous ai promis, donc je vais le faire. Donc, on va consacrer une séance au TD de la première série, donc on va la refaire entièrement. Il n'y a pas, il n'y a pas du tout de problème. Donc, on va le faire. Donc là, vous en faites pas, donc je vous ai promis, je vais tenir ma promesse. On va le faire, donc, je vais le lancer. Donc, il y aura une séance qui sera consacrée au défi. Donc là, j'y pense. Donc, on va le faire. D'accord. Oui, donc ça ira. Donc, bien. Exercice 6. Donc, on utilise un proton de masse NP égale et une autre particule de même charge. Alors ça, c'est important. Alors, il faut faire attention. Bon, en général, donc dans un énoncé, il faut donc, de même charge, de masse et de masse, de même charge. Donc, tout ça, même charge. Et de masse M. Alors, M et MP sont différentes, d'accord? Que je vais accélérer dans une différence de potentiel. Et par la suite, elles vont aller, bien sûr, je dois les accélérer parce que si elles vont dans un champ magnétique avec une vitesse nulle, il ne se passera rien du tout. D'accord? Donc, de même masse, de même charge et de masse différentes. D'accord? Donc, on ne va pas revenir au chapitre précédent. D'accord? Dans un champ électrique, donc vous avez le travail, vous avez une force F égale à Q sur 2, et donc vous avez un travail W qui est égal à la force F multiplié par le déplacement, donc c'est Q fois E, c'est-à-dire à Q multiplié par la différence de potentiel I ou delta I. D'accord? Et c'est égal à la variation de l'énergie cinétique.
Donc, comme l'énergie cinétique est 0 égale à 0, d'accord, ça veut dire que Q fois U, le travail, sera égal à 0 égale à 0 pour les deux. Pas grave. Q fois U est égal à 1 demi de M V au carré. D'accord? Donc, V sera égal à 2QU multiplié par, divisé par la masse M. Donc, bien sûr, ici, avec U égale, c'est la valeur absolue, égale à la charge E. On veut que ça soit le positif, c'est un proton. Donc, Q égale à la charge E. Et donc, qu'est-ce qui va changer? Il va changer, c'est la masse qui va changer. Et donc, le proton aura une vitesse à la sortie du champ électrique qui est égale à la racine de 2E fois U sur MP. Et l'autre particule aura une vitesse qui est égale à la racine de 2E fois U sur la masse. Bon. Alors, deuxième question, donc ça c'est pas, c'est juste du cours. En fonction du champ magnétique, le rayon R de la trajectoire du proton RP sera égal à NP fois VP sur Q fois T, donc le champ la même charge, et le rayon R sera égal à ça. Bien, euh, on aurait pu, là, je pense à, et donc on peut à ce moment-là je vais mettre, j'ai oublié, je vais les mettre sur le site. Je vais les mettre tout de suite après la fin de cette séance d'éléments. Bien, alors là, donc, par exemple, pour R égale à quoi? Égale à M multiplié par quoi? M sur QB. Là, bon, je peux rajouter cette partie-là, fois la racine de EU sur la masse M. D'accord? Et donc, ça va me donner 1 sur QB, QB, donc, fois la racine. Alors, M, si je fais entrer, ça fait M carré. Donc, ça sera la racine de 2 E fois la masse M divisé par, bon, rien, E de 2 EU, et petit e, devenir grand E fois la masse M, fois la charge, fois la différence de potentiel. Bon, je peux mettre tout simplement, je fais rentrer donc
de manière plus propre, c'est la racine de, donc au numérateur on a 2, n fois e fois u au dénominateur. Donc on fait rentrer donc u carré et au carré. Et donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir juste, ce qui va changer, c'est la masse du propre et la masse de la particule qui est une masse égale à n. Bien. Quelle relation existe-t-il entre les rayons de courbure R, P et R? Donc là, on a les rayons. Donc R égale à ça. RP, il va contenir NP. D'accord? Et donc, si je fais le rapport, donc ça, on a déjà, on montre tout simplement que R sur RP, c'est la racine de N sur NP. Donc, R sur RP. Donc, le calcul qu'on a fait tout à l'heure, il est là. C'est la racine. On a dit c'est la même charge. Donc, R est égal à ça. RP sera égal à la même chose en remplaçant M par NP. D'accord? Donc, RP, on aura NP. Donc, R sur R. Et donc, U est le même. Q carré, ils ont la même charge, le même champ magnétique. Et donc, le rapport de R sur RP, c'est le rapport de la racine de M sur la racine de NP. Bon, et donc, on obtient R sur RP égale à la racine de M sur NP. Et donc, on a R sur RP égale à la racine de M sur RP. Donc, on peut calculer à partir, en mesurant R et RP. Le but ici, c'est de mesurer à partir de R et de RP. On va déterminer la masse M, qui est l'inconnu de l'exercice. Donc, on vous dit la mesure donne RP égale à 128 mm, R égale à 181 mm. Calculer la masse de la deuxième particule, donc M, donc RP égale à M sur MP, donc ça veut dire la racine. Donc si je mets le carré, ça veut dire que R carré, R sur RP, R carré sur RP carré égale à M sur MP. Et donc M égale à MP multiplié par R sur RP au carré. D'accord? Et donc, ça nous donne M égale à 2 fois MP, c'est 2 fois 1,67. 10 à la puissance moins 27 kg. Bien, donc là, le calcul est très simple. Donc, une fois qu'on a compris ça, donc on peut, sans aucun problème, donc, faire le calcul. Donc, de MP, est-ce que quelqu'un... Oui, alors, j'ai pas vu la question de tout à l'heure. Oui, donc, A, on dit que A n'est pas M, mais si vous faites le rapport, vous dites que M, c'est à peu près A en unité de masse atomique. D'accord? Donc, M est à peu près égal à A en unité de masse atomique. Ça veut dire que si vous faites le rapport de N1 sur N2, c'est A1 sur A2.
Bien, alors, je continue. Alors, c'est quoi, par exemple, si je dis que M égale à 2 fois MP, c'est quelque chose qui a la même charge. Alors, à quoi ça peut correspondre cette particule chargée sur cet anion? Est-ce que vous avez une idée? Je vois quelqu'un qui essaie d'écrire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a pratiquement le double de la masse du proton, bon, à peu près, et qui a la même charge? C'est un ion. Donc, c'est le noyau, c'est l'isotope de l'hydrogène, ce qu'on appelle le deutérium, c'est H2A. Bien, donc je pense qu'on va terminer là. Euh, la semaine, donc on va essayer de faire donc la semaine prochaine, ou si je trouve un peu de temps cette semaine, donc là, bon, avec Ramadan, donc je décide de faire 2 cours successifs, hein, donc c'est difficile d'arriver à 2 heures de cours avec lui. Là, on est pratiquement à 40 minutes. Donc, la semaine prochaine, donc on va commencer déjà par donc les 2 exercices. Donc, l'exercice 7, bon, je vais essayer de l'intégrer. Bon, c'est un exercice qui est très simple. Et puis, je vais retrouver, donc, essayer de retrouver le premier exercice du TD de magnétisme. Donc, essayer de vous faire. Donc, sinon, alors, ce que vous pouvez faire, par exemple, me l'envoyer